Le cri de Thomas déchira l'air comme un coup de tonnerre dans la petite chambre étouffante de l'appartement haussmannien. « Tu n'es qu'un lâche, Clément. Un putain de lâche qui fuit ses propres désirs. » Ces mots, crachés avec une rage contenue, me frappèrent en pleine poitrine, me clouant sur place au milieu des vêtements éparpillés sur le parquet ciré. Et alors que je levai les yeux, nos regards se croisèrent, le sien, vert comme une tempête d'été, le mien, noyé dans un océan de confusion, et dans cet instant suspendu, nos lèvres se scellèrent dans un baiser furieux, un baiser qui n'était ni une reddition ni une victoire, mais le début d'une chute libre vers l'abîme. Paris, cette ville des amours impossibles, nous avait piégés comme un vieux roman de Zola, avec ses ruelles sombres et ses secrets enfouis sous les pavés. J'étais Clément Moreau, 32 ans, un architecte en quête de lignes droites dans un monde courbé par les mensonges. Ma sœur aînée, Élise, avait épousé Thomas Laurent 3 ans plus tôt, dans une cérémonie fastueuse à la mairie du 7e arrondissement, sous les yeux attendris de nos parents provençaux. Thomas, ce beau-frère charismatique aux épaules larges et au sourire qui désarmait les cœurs, était devenu une présence constante dans ma vie, trop constante, peut-être. Il travaillait comme galeriste dans le Marais, entouré d'artistes excentriques et de toiles qui hurlaient des passions refoulées. Moi, je dessinais des immeubles froids, des structures de verre et d'acier qui ne laissaient aucune place à l'humain. Ironie du sort, nos mondes se frôlaient sans jamais se toucher, jusqu'à cette soirée maudite de juin, où une dispute anodine autour d'un dîner familial avait dégénéré en un ouragan personnel. Tout avait commencé par une broutille. Élise, enceinte de 6 mois, avait insisté pour que nous venions tous chez eux, dans leur appartement du 20e arrondissement, pour fêter l'anniversaire de Thomas. Les rires forcés, les toasts au vin rouge de Bordeaux, les regards complices entre ma sœur et lui, où tout cela m'étouffait. J'avais toujours su, au fond de moi, que Thomas n'était pas seulement mon beau-frère. Il y avait eu ces instants fugaces, une main effleurant la mienne lors d'un barbecue estival, un regard prolongé dans la cuisine pendant que nous lavions la vaisselle, une blague un peu trop intime sur les nuits solitaires. Et moi, Clément, qui avait passé ma vie à réprimer mes inclinations, à me cacher derrière des rendez-vous éphémères avec des femmes que j'oubliais le lendemain, je sentais la fissure s'élargir. La dispute éclata après le dessert. Élise s'était retirée pour une sieste, alourdie par sa grossesse, laissant Thomas et moi seuls dans le salon aux meubles anciens. Il avait allumé une cigarette, un vice qu'il cachait à ma sœur, et m'avait lancé, d'un ton mi-figue mi-raisin, « Alors, Clément, toujours pas de petite amie sérieuse? Tu vas finir par ressembler à ces statues de la Seine, froid et immobile. » Ces mots, anodins en surface, portaient une pointe acérée, comme s'ils sondaient mes défenses. J'avais riposté, la voix tremblante, « Et toi, Thomas? Toujours à jouer les maris parfaits, alors que tout le monde sait que ton mariage est une façade pour plaire à la famille. » C'était sorti malgré moi, un poison que j'avais ruminé pendant des mois. Son visage s'était décomposé, passant de l'amusement à la fureur en un battement de cils. Nous avions migré dans sa chambre pour ne pas réveiller Élise, nos voix baissant en intensité mais montant en venin. « Tu ne sais rien de ma vie, Clément. Rien de ce que je sacrifie pour elle, pour nous tous, » avait-il hurlé, avant que je ne contre-attaque, « et toi, tu ignores ce que c'est de se regarder dans le miroir chaque matin en se haïssant pour ce qu'on est. » Les mots planaient comme des lames, et puis... ce baiser. Il m'avait plaqué contre le mur, ses lèvres écrasant les miennes avec une urgence qui balayait tout, la colère, la peur, le dégoût de soi. Ses mains, fortes et calleuses d'avoir manipulé tant de toiles, glissèrent sous ma chemise, et je sentis mon corps trahir mon esprit, s'arquant contre le sien dans un abandon total. Ce qui suivit fut un tourbillon de chair et de souffle haletant. Sur le lit king size au drap froissé, nous nous déshabillâmes avec une maladresse fiévreuse, comme deux adolescents découvrant le feu. Thomas, avec sa peau hâlée par des week-ends en Provence, son torse sculpté par des heures de natation dans la piscine familiale, me dominait de toute sa présence. Moi, plus mince, avec mes cicatrices invisibles d'une vie de non-dit, je me laissais emporter. Nos corps s'entremêlèrent dans une danse primitive, ses lèvres traçant des chemins de feu sur mon cou, mes doigts s'enfonçant dans ses cheveux noirs pour l'attirer plus près. « Pourquoi maintenant » murmurai-je entre deux gémissements, alors qu'il me pénétrait avec une tendresse inattendue, ses yeux verts plongés dans les miens. « Parce que je n'en peux plus de te voir souffrir en silence, » répondit-il, sa voix brisée par l'émotion. Cette nuit-là, dans la chambre imprégnée de l'odeur musquée de nos corps et du vin renversé, nous franchîmes une ligne invisible. Ce n'était pas seulement du sexe, c'était une confession muette, un pacte scellé dans la sueur et les larmes. Thomas pleura après, son front contre mon épaule, murmurant des regrets qui n'en étaient pas vraiment. Élise. Elle mérite mieux que ça. Et toi, Clément, tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment.
Je ne répondis pas, trop épuisé pour formuler l'évidence, que cette quelqu'un était lui, et que ce nous naissant était une bombe à retardement. Les jours suivants furent un mélange exquis de tourments et d'euphorie. Paris, avec ses cafés bondés et ses ponts sur la Seine, devint le décor de nos rendez-vous clandestins. Un matin, après une nuit passée à faire l'amour dans un hôtel discret de Montmartre, Thomas m'offrit un croquis qu'il avait réalisé à la va-vite, mon portrait, nu et vulnérable, les yeux mi-clos dans un abandon serein. « C'est toi, tel que je te vois, dit-il en me le tendant, ses doigts effleurant les miens. Je le glissai dans ma veste, le cœur battant, conscient que chaque instant volé nous rapprochait du gouffre. Mais la réalité nous rattrapa vite. Élise, avec son intuition aiguisée de femme enceinte, commença à poser des questions. « Tu sembles distant, Clément. Et Thomas? Il est bizarre ces temps-ci. Vous vous êtes disputés ?» Je balayai d'un rire forcé, inventant des excuses sur le travail, sur des deadlines architecturales imaginaires. Intérieurement, je bouillonnais. Thomas et moi, nous nous voyons en cachette, un baiser volé dans l'ombre d'un porche rue de Rivoli, une main serrée sous la table lors d'un dîner familial tendu. Chaque toucher était une étincelle, chaque séparation, une plaie ouverte. Le conflit s'intensifia un soir de pluie battante, fin juillet. Nous nous étions retrouvés dans son atelier de la galerie, un loft aux murs couverts de graffitis abstraits et d'œuvres inachevées. Élise était chez ses parents pour le week-end, nous laissant un répit fragile. Là, au milieu des toiles empilées, nous nous abandonnâmes à nouveau, plus sauvagement cette fois. Thomas me prit contre un chevalet, ses grognements se mêlant au crépitement de la averse contre les vitres. « Je t'aime, Clément, avoua-t-il dans l'après-coup, allongé nu sur le sol froid, sa tête sur mes genoux. Ces mots, si simples, me terrifièrent. L'amour ? Dans ce triangle empoisonné, c'était une sentence de mort. Pourtant, je les accueillis comme une bouée. Nos conversations s'approfondirent, passant des murmures charnels aux confessions nocturnes. Thomas me raconta son enfance dans une petite ville du Luberon, où il avait appris à cacher ses premiers émois pour un garçon du village sous les regards inquisiteurs de son père fermier. J'ai épousé Élise parce qu'elle était la sœur que je n'ai jamais eue, et parce que c'était facile. Mais toi, tu es le feu que j'ai toujours cherché. Moi, je lui parlais de mes nuits solitaires à l'école des beaux-arts, où j'avais dessiné des corps masculins en secret, effaçant les traits au petit matin par peur du scandale. Nous étions deux âmes blessées, cousues par le fil ténu du désir. Mais le destin, ce farceur cruel, prépara sa trahison. Un après-midi doux, alors que je travaillais sur un projet de rénovation d'un hôtel particulier près de la Sorbonne, mon téléphone vibra. Un message anonyme, une photo floue de Thomas et moi, enlacés dans l'atelier, prise par une fenêtre entr'ouverte. Le texte qui suivait glaça mon sang, « Élise mérite la vérité. » Où je la lui dis. Mon cœur s'emballa. Qui? Un employé de la galerie? Un voisin jaloux? La panique m'envahit, et je courus chez Thomas, le trouvant pâle comme un linceul, le même message sur son écran. Nous devons arrêter, déclara-t-il d'une voix étranglée, assis sur le bord du lit où tout avait commencé. Ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé, étaient maintenant voilés de larmes. Pour Élise, pour le bébé. C'est trop risqué. Je le suppliai, les mots se bousculant dans ma gorge, et nous? Et ce que nous ressentons? Il secoua la tête, se levant pour ramasser ses vêtements. C'était une erreur, Clément. Une belle erreur, mais une erreur quand même. La porte claqua derrière lui, me laissant seul dans la chambre, entouré des échos de nos rires passés. La trahison me rongeait comme un acide lent. Pas celle de l'expéditeur anonyme au nom, celle de Thomas, qui choisissait la sécurité au prix de notre vérité. Les semaines suivantes furent un enfer. Élise accoucha d'un garçon, Adrien, dans une clinique chic de Neuilly, et je tins le rôle du beau-frère exemplaire, berçant l'enfant pendant que Thomas évitait mon regard. Mais la photo circulait, des murmures s'élevèrent dans la famille. Ma mère, avec son accent chantant du Sud, me glissa un soir, « Fiston, qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Je mentis, encore, me maudissant pour ma lâcheté. Le chaos survint lors d'une soirée d'automne, sous les feuilles orangées du Luxembourg. Thomas m'avait convoqué là, prétextant une discussion sur l'héritage familial. Mais quand je le vis, adossé à une statue de Verlaine, son manteau noir flottant au vent, je sus que c'était la fin. L'expéditeur, c'était un artiste que j'ai refusé pour la galerie. Il nous a vus, et il a voulu se venger. Sa voix tremblait. Élise sait tout maintenant.
Elle m'a quitté hier soir, avec Adrien. Elle dit que je suis un monstre. Les mots me frappèrent comme un uppercut. PHNBio pas la mienne, mais celle du secret qui nous liait, explosant en un feu d'artifice destructeur. Je hurlai, les larmes coulant librement, tu m'as abandonné pour elle, et maintenant? Tu reviens quand tout est en ruine. Il s'approcha, ses mains encadrant mon visage. Non, Clément. Je reviens parce que je ne peux plus vivre sans toi. Élise. Elle comprendra un jour. Mais nous devons choisir la vie. Son baiser, sous la pluie fine, fut un baptême. Pas de passion brute cette fois, mais une tendresse infinie, un serment silencieux. Pourtant, la route fut pavée d'épines. Les divorces en France sont des labyrinthes légaux, et la famille se déchira. Ma sœur, blessée dans sa chair et son âme, m'adressa une lettre déchirante. Comment as-tu pu, Clément? Mon propre frère, avec mon mari? Je lui répondis par des mots maladroits, implorant son pardon, expliquant que l'amour n'est pas un vol, mais une révélation. Thomas et moi, nous nous installâmes dans un petit appartement près de Bastille, apprenant à naviguer les regards curieux des Parisiens. Les nuits étaient remplies de doutes, et si on s'est trompé, murmurait-il parfois, lové contre moi. Alors on recommencera, répondais-je, traçant des cercles sur son dos. Le dénouement vint avec le printemps, quand Élise revint, non pour accuser, mais pour guérir. Nous nous assîmes à trois dans un café de Saint-Germain, Adrien gazouillant sur ses genoux. J'ai eu le temps de réfléchir, dit-elle, ses yeux rougis mais fermes. Ce n'était pas seulement vous deux. C'était moi, qui ai fermé les yeux sur les failles. Thomas pleura, la serrant dans ses bras comme une sœur perdue. Moi, je tendis la main vers la sienne, et elle la prit, un pont fragile entre nous. Aujourd'hui, 1 an plus tard, Thomas et moi marchons main dans la main le long de la Seine, nos alliances non pas de mariage, mais d'un engagement personnel scintillant au soleil. Élise a refait sa vie avec un professeur d'histoire, et Adrien nous appelle tonton Clé et tonton Tom lors des dimanches partagés. Paris, cette grande séductrice, nous a appris que l'amour vrai n'est pas une possession, mais une libération. Et dans la chambre de notre appartement, où les draps sentent encore le vin et les promesses, nous nous aimons sans peur, humains enfin, dans toute notre vulnérabilité. Les ombres du passé ne s'effacent pas d'un claquement de doigts, surtout quand elles portent le poids d'un secret partagé. Après cette soirée au Luxembourg, Thomas et moi pensions avoir tourné la page, mais la vie, cette grande ironiste, avait d'autres tours en réserve. Nous avions emménagé ensemble dans un 2 pièces cosy rue des Tournelles, un quartier vibrant du Marais où les drapeaux arc-en-ciel flottent aux fenêtres comme des invitations permanentes à l'authenticité. L'appartement, avec ses moulures d'époque et sa vue sur un patio fleuri, était notre sanctuaire, un lieu où les murmures de l'amour pouvaient enfin remplacer les chuchotements de la culpabilité. Pourtant, les nuits étaient hantées. Thomas se réveillait souvent en sursaut, suant, marmonnant le nom d'Élise dans son sommeil. C'est normal, me disait-il le matin, en préparant du café fort dans la cuisine exiguë, ses cheveux en bataille et son sourire forcé. Les cauchemars font partie du package. Moi, Clément, je hochais la tête, mais intérieurement, une graine de doute germait. Était-ce vraiment fini pour lui? Avait-il choisi notre amour par défaut, ou par conviction profonde? Mes propres démons me taraudaient, les appels de ma mère, laconiques et chargés de sous-entendus provençaux. Ton père demande de tes nouvelles, fiston. Il s'inquiète pour. L'affaire me rappelait que la famille n'oublie pas facilement. Pour conjurer ces fantômes, nous nous plongeâmes dans une routine amoureuse, presque américaine dans son intensité romantique, des dîners aux chandelles dans des bistrots cachés, des promenades nocturnes où Thomas me racontait des anecdotes sur les artistes qu'il exposait à un peintre queer qui avait fui l'Espagne franquiste, un sculpteur dont les corps entrelacés défiaient les normes. Regarde ça, disait-il un soir, me montrant une toile abstraite aux courbes sensuelles lors d'une vernissage privé. Sa main sur ma taille, possessive et tendre, me faisait fondre. Nous faisions l'amour avec une ferveur renouvelée, explorant nos corps comme des territoires inexplorés. Dans la chambre, éclairée par une lampe de chevet diffusant une lueur dorée, Thomas traçait des motifs invisibles sur ma peau avec sa langue, murmurant « Tu es mon chef-d'œuvre, Clément ». Et moi, je le prenais en moi avec une douceur possessive, nos regards verrouillés dans une intimité qui effaçait le monde. Mais le conflit couvait sous la surface, prêt à éclater comme une bulle de savon. L'expéditeur anonyme, ce fantôme vengeur, refit surface 1 mois plus tard. Un colis arriva à la galerie de Thomas, une enveloppe craft contenant d'autres photos, plus nettes cette fois, et une lettre tapée à la machine. Votre petit secret est un scandale public en attente.
Payez 5000 €, où Élise et la famille entière sauront les détails croustillants. Thomas me la montra ce soir-là, ses mains tremblantes. C'est du chantage pur. Qu'est-ce qu'on fait? Je sentis la bile monter, la trahison, cette fois, n'était plus interne, mais une lame extérieure qui menaçait de nous découper vifs. Nous décidâmes de payer, anonymement, via un virement bancaire discret. C'est une seule fois, jurai-je, serrant Thomas contre moi sur le canapé usé. Mais la somme, prélevée sur nos économies communes, creusa un fossé financier et émotionnel. Thomas devint irritable, annulant des rendez-vous pour ruminer seul dans l'atelier. Je me sens sale, avoua-t-il un soir, un verre de cognac à la main, les yeux rougis. Comme si j'avais souillé tout ce qu'on a bâti. Je le pris dans mes bras, l'embrassant avec désespoir, mais ses lèvres étaient froides, distantes. Cette nuit-là, notre étreinte fut mécanique, un devoir plus qu'un désir, et je m'endormis seul, écoutant le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours. La révélation arriva par un coup de fil d'Élise, une voix hystérique traversant les ondes, « Clément. Thomas est à l'hôpital. Un accident de voiture. » Mon monde bascula. Je sautai dans un taxi, fonçant à travers les artères encombrées de Paris, priant tous les saints que j'avais reniés. À l'hôpital Saint-Louis, je trouvai Thomas dans une chambre stérile, le bras en écharpe, le front bandé, mais vivant. Un camion a dérapé sous la pluie, expliqua-t-il faiblement, son sourire pâle. Élise était là, tenant sa main valide, et dans cet instant, une jalousie viscérale me submergea. Elle, l'ex-femme trahie, veillait sur lui comme une sentinelle, tandis que j'étais l'ombre coupable. Plus tard, seul avec lui, les mots jaillirent, c'était le chantage, n'est-ce pas? Tu es allé voir l'expéditeur? Il hocha la tête, les larmes coulant. Je ne voulais pas t'inquiéter. J'ai payé, mais il en voulait plus. J'ai perdu les pédales en rentrant. La trahison, oh, cette trahison mutuelle nous liait maintenant dans un nœud gordien. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, criai-je, la voix brisée. Parce que je t'aime trop pour te voir souffrir encore. Ces mots, sincères, me désarmèrent. Nous pleurâmes ensemble, nos fronts se touchant, et dans cette vulnérabilité hospitalière, notre amour se raffermit, forgé dans le feu de la peur. La convalescence fut un temps suspendue. Thomas rentra à la maison, notre maison plâtrée et grognon, et je devins son infirmier improvisé, changeant ses bandages avec une tendresse maladroite. Ces jours-là, nos conversations s'approfondirent, pelant les couches de nos âmes. Il me confia ses doutes sur sa sexualité, cette bisexualité qu'il avait niée pendant des années pour coller à l'image du mari hétéro. Avec Élise, c'était confortable, mais avec toi, c'est vivant. Moi, je lui parlais de mon premier amour refoulé, un camarade d'école à Aix-en-Provence, un baiser volé derrière le gymnase qui avait hanté mes nuits adolescentes. J'ai fui parce que j'avais peur de briser la famille. Mais maintenant, je veux la reconstruire, avec toi. Pourtant, le doute persistait. Une nuit, alors que Thomas dormait sous sédatif, je fouillai son téléphone, un acte bas, mais impulsif. Des messages d'Élise, je m'inquiète pour toi. Adrien demande son papa. Et une réponse de Thomas, dis-lui que je l'aime. Et toi aussi. Mon cœur se serra. Était-ce de l'amour fraternel, ou plus? La jalousie, ce poison lent, s'insinua, empoisonnant nos matins suivants. Lors d'un dîner tendu, je lâchai, tu la regrettes, n'est-ce pas? Il posa sa fourchette, les yeux flamboyants. C'est ridicule, Clément. Élise est ma famille, mais toi, tu es mon avenir. Le baiser qui suivit fut réconciliateur, passionné, nous roulant sur le tapis du salon dans une urgence qui chassa les ombres. Bientôt, l'affaire du chantage se résolut d'elle-même. L'expéditeur, un certain Julien Moreau, ironie du nom, un lointain cousin que je n'avais jamais rencontré, fut arrêté pour extorsion par la police, après une plainte anonyme d'un autre artiste floué. Thomas et moi apprîmes la nouvelle autour d'un café, riant nerveusement pour la première fois depuis des semaines. C'est fini, dit-il, sa main sur la mienne. Maintenant, vivons. Et nous vécûmes. Les automnes parisiens nous enveloppèrent de leur mélancolie douce, et nous nous promenâmes dans les Tuileries, main dans la main, ignorant les regards curieux. Thomas rouvrit la galerie avec une expo thématique sur l'amour queer, et je dessinai les affiches des lignes fluides, entrelacées, symboles de notre union. L'amour, dans sa forme la plus humaine, n'était pas exempt de cicatrices, mais il guérissait, lentement, avec patience. L'hiver s'abattit sur Paris comme un manteau de velours gris, étouffant les rues sous une brume qui collait à la peau.
Thomas et moi, nous avions survécu à l'orage, mais les fissures de notre relation, ces micro-fractures invisibles, commençaient à se propager. La galerie prospérait, attirant une clientèle cosmopolite des Américains en quête d'exotisme, des Parisiens blasés redécouvrant la passion à travers les toiles criardes. Thomas, avec son charisme magnétique, excellait en hôte, serrant des mains gantées et échangeant des anecdotes sur Picasso et ses amours tumultueuses. Moi, Clément, je restais en retrait, esquissant des croquis d'immeubles futuristes sur mon carnet, envieux de sa facilité sociale. Un soir de décembre, lors d'un vernissage enneigé, je le vis rire un peu trop fort avec un collectionneur anglais, un homme aux tempes grisonnantes et au regard prédateur. Leurs corps se frôlèrent, un accident ? Et une pointe acérée me transperça le ventre. Plus tard, dans la chambre froide de notre appartement, je l'accusai, tu flirtes avec lui, avoue. Thomas, encore imprégné de l'odeur du champagne et du tabac, haussa les épaules. C'est du business, Clément. Ne sois pas parano. Ces mots, légers, attisèrent le feu. Nous nous disputâmes pour la première fois depuis des mois, nos voix résonnant contre les murs minces, réveillant probablement les voisins. Le lendemain, un armistice fragile, un petit déjeuner au lit, avec croissant frais et confession murmurée. Je suis désolé, dit-il, ses lèvres effleurant mon épaule. C'est juste que. La galerie me bouffe, et toi, ton nouveau projet te ronge. Il avait raison. J'avais décroché un contrat majeur, la rénovation d'un hôtel de luxe sur les Champs-Élysées, un défi qui me tenait éveillé jusqu'à l'aube, mes plans couverts de café et de sueur. Notre amour, nourri par l'intimité forcée des débuts, souffrait maintenant de l'usure quotidienne, ces silences où les mots manquaient, ces touches fugaces qui ne menaient nulle part. Pour raviver la flamme, Thomas proposa un week-end à Deauville, sur la côte normande, un caprice romantique à la française. Nous partîmes un vendredi soir, la voiture chargée de fromage, de vin et de promesses. La mer, grise et agitée, nous accueillit avec son sel piquant, et dans notre chambre d'hôtel face aux vagues, nous nous retrouvâmes comme au premier jour. Nus sous les couvertures amidonnées, ses mains explorèrent mon corps avec une lenteur délibérée, traçant des routes de frissons depuis mes orteils jusqu'à mes lèvres. « Rappelle-moi pourquoi je t'aime, murmura-t-il, entrant en moi avec une douceur infinie. « Parce que tu es mon chaos ordonné, répondis-je, arquant le dos dans un gémissement qui se perdit dans le bruit des flots. Ces 2 jours furent un baume, des promenades sur la plage balayées par le vent, des dîners aux fruits de mer où nous rîmes de nos peurs passées, une nuit où nous parlâmes jusqu'au lever du soleil de nos rêves, lui, ouvrir une galerie à New York, moi, concevoir un bâtiment éco-responsable qui célèbre l'amour sous toutes ses formes. Imagine, un musée des relations humaines, avec des ailes pour chaque genre d'union, proposa-t-il, ses yeux pétillants. Je l'embrassai, sentant l'espoir renaître. Mais le retour à Paris ramena les nuages. Élise appela, Adrien avait de la fièvre, et Thomas, en père distant mais aimant, insista pour y aller. Je l'accompagnai, mal à l'aise dans leur ancien appartement du VE, maintenant loué à Élise seule. L'enfant, minuscule et rougissant, s'accrocha à Thomas, et en le voyant bercer son fils, un pincement au cœur me surprit. « Tu feras un bon père un jour, dit Élise en me tendant une tasse de thé, son regard neutre mais perçant. Avec le bon partenaire. » Ces mots, ambigus, ravivèrent l'ancien malaise. Était-ce du pardon, ou une pique voilée? Le vrai couvain d'un collègue de Thomas, un sculpteur nommé Lucas, qui devint une présence constante à la galerie. Jeune, talentueux, avec une barbe taillée et un rire contagieux, il flattait Thomas de compliments artistiques qui sonnaient faux à mes oreilles. Un soir, je l'ai surpris dans l'atelier, penché sur une œuvre en argile aux décors enlacés, bien sur leurs épaules se touchant. La jalousie explosa lors d'un dîner à 3, forcé par Thomas pour networker. Lucas, avec son accent bordelais chantant, raconta des anecdotes sur ses conquêtes parisiennes, jetant des regards en coin à Thomas. « Et toi, Thomas, toujours fidèle à ton beau architecte ?» demanda-t-il, moqueur. La tension culmina quand Lucas posa une main sur le genou de Thomas sous la table. Je me levai, renversant mon verre de Bordeaux. « C'est ça, ton business ?» hurlai-je, sortant en trombe sous la pluie. Thomas me rattrapa rue Vieille du Temple, me plaquant contre un mur humide. « C'est rien, Clément. Il est juste. Amical. » Mais ses yeux déviaient, et je sentis la trahison pas physique, encore, mais émotionnelle comme un poignard. « Amical ? Ou t'entends, parce que je ne suis plus assez ?» Les mots sortaient, venimeux, et il riposta, « Peut-être que si tu faisais plus d'efforts, au lieu de te noyer dans ton travail. » Nous rentrâmes en silence, le lit cette nuit-là un no man's land.
Le lendemain, une dispute magistrale éclata, objets volants, accusations lancées comme des grenades. Tu me vois comme un remplaçant, pas vrai? Après Élise, je suis juste le pansement gai, criai-je. Thomas, blême, répliqua, et toi, tu me contrôles comme un jaloux pathétique. Je t'aime, bordel, mais ça m'étouffe. Il claqua la porte, partant en prendre l'air, et je m'effondrai, sanglotant sur le sol, réalisant que notre amour, si profond, était aussi fragile qu'une toile mal tendue. Les jours suivants furent un purgatoire. Thomas dormit à la galerie, moi, je noyais ma peine dans le whisky et les plans inachevés. Élise, sentant le vent, m'appela, Clément, l'amour n'est pas une prison. Par lui. Ces mots, venus d'elle, me touchèrent. Je me rendis à la galerie un soir, trouvant Thomas endormi sur un canapé, entouré de croquis froissés. Je le réveillai doucement, et les larmes coulèrent les siennes, les miennes. J'ai peur de te perdre, avoua-t-il. Moi aussi. Mais on doit faire confiance. Notre baiser, salé de pleurs, c'est là une trêve. Pourtant, le doute persistait, un verre dans la pomme. Lucas fut viré de l'expo pour comportement inapproprié, et Thomas jura fidélité, mais les cicatrices saignaient. Nous consultâmes un thérapeute, un vieux juif du Marais aux yeux sages, qui nous apprit à nommer nos peurs, l'abandon pour moi, la répétition pour lui. Lentement, l'hiver céda, et avec lui, nos armures tombèrent. Une nuit, dans la chambre réchauffée par un feu de cheminée improvisé, Thomas me fit l'amour avec une intensité nouvelle, ses yeux ne quittant pas les miens. « Tu es mon tout, murmura-t-il. Et je crus. Le printemps parisien, avec ses cerisiers en fleurs le long de la Seine et ses terrasses bruissantes de vie, nous offrit une renaissance fragile. Thomas et moi, nous avions traversé l'hiver comme des marins dans la tempête, et maintenant, accostés, nous réapprenions à danser. La galerie exposait une série sur les amours résilients, inspirés sans le dire de notre histoire, et les critiques, ces ânes savants du Figaro, saluèrent une maturité émouvante dans le chaos humain. Thomas rayonnait, son bras guéri traçant des gestes amples pour guider les visiteurs, et moi, Clément, je me sentais enfin à ma place, non plus l'ombre, mais le pilier. Pourtant, le passé, ce chien fidèle, revenait hanter nos pas. Ma famille, originaire de Provence, organisa une réunion à Aix pour Pâques, un rituel immuable de agneau rôti et de rosé frais. « Viens avec Thomas » insista ma mère au téléphone, sa voix chaude masquant une appréhension. « On veut le connaître. » Vraiment. Élise confirma, « Adrien adore ses tontons. » Ce sera bien. Thomas hésita, ses yeux verts assombris par le souvenir des disputes familiales passées. « Et si ton père me jette dehors ?» Je ris, l'embrassant sur le front. Papa est un bourru, mais il a un cœur gros comme la Sainte-Victoire. Le voyage en TGV fut un cocon, nous lisions des romans en lui, un Proust sur les jalousies amoureuses, moi, un Kerouac pour son esprit libre, américain dans l'âme. À Aix, la maison familiale, une bastide aux volets bleus nichée dans les collines, nous accueillit avec des embrassades maladroites. Mon père, Jean, un vigneron au visage buriné, serra la main de Thomas avec une poigne ferme, « Bienvenue, gamin. J'ai entendu des rumeurs, mais ici, on juge sur les actes. » Ma mère, Marie, enveloppa Thomas d'un tablier et d'une recette de bouillabaisse, le bombardant de questions sur Paris. Élise arriva avec Adrien, et la tablée s'anima, rire, vin coulant, et sous la table, la main de Thomas sur mon genou, un ancrage secret. Mais le dîner tourna au vinaigre quand mon oncle, un cousin conservateur du Luberon, lâcha, « Alors, les gars, c'est quoi cette mode des mariages arc-en-ciel ? Chez nous, on reste à l'ancien temps. » Le silence tomba comme une pierre. Thomas se raidit, mais je ripostai, « L'amour n'a pas d'époque, tonton. Il a juste besoin de place. » Mon père hocha la tête, « Clément a raison. Laissez-les tranquilles. » La soirée se poursuivit sur une note tendue, mais au petit matin, mon père prit Thomas à part pour une balade dans les vignes. Il revint, Jean une clope au bec, Thomas le sourire en coin, « Ton père m'a dit que si je te fais du mal, il m'enterre sous les oliviers. » Rire partagé, et pour la première fois, je vis Thomas s'ouvrir pleinement, racontant ses origines modestes, son amour pour l'art comme échappatoire. Ce week-end fut un baume, mais il raviva en moi un désir plus profond, officialiser notre union. Et si on se mariait, proposai-je un soir, de retour à Paris, levé sur notre balcon face aux lumières de Notre-Dame. Thomas rit, puis se fit sérieux, « En France, c'est possible depuis 2013. Mais... Et la famille ? Et Élise ?
Nous en parlâmes des nuits entières, pesant le pour et le contre, et décidâmes d'une cérémonie intime, civile, suivie d'un voyage peut-être à New York, pour ce parfum américain de liberté absolue. La préparation fut un tourbillon joyeux, invitation gravée, un costume taillé sur mesure pour Thomas par un couturier du Marais, et pour moi, une bague en or martelée symbolisant nos cicatrices. Élise fut la première invitée, arrivant avec Adrien en costume minuscule, « Je suis heureuse pour vous. » Vraiment. Ses yeux brillaient, et nous dansâmes une valse maladroite lors de la réception dans un jardin caché du 7e, sous les guirlandes lumineuses. Mais au milieu des toasts, un appel anonyme, « Félicitations. » Mais rappelez-vous, les secrets ne meurent jamais. Le chantage, ce spectre, revenait-il? Thomas blêmit, mais je serrai sa main, c'est du bruit blanc. On est plus fort. Hélas, la trahison frappa plus bas. 2 semaines après le mariage ou une simple inscription au Pax, mais sacré pour nous, je découvris des messages sur l'ordinateur de Thomas, laissés ouverts par mégarde. Des échanges avec Lucas, l'ancien sculpteur, je pense à toi. À nous, à Deauville l'an dernier. Deauville? Mon sang se glaça. Avait-il? Je confrontai Thomas ce soir-là, dans la chambre où nos vœux avaient été scellés par des promesses charnelles. Dis-moi la vérité, exigeai-je, la voix chevrotante. Il s'effondra, confessant, c'était une nuit, après notre dispute. J'étais perdu, ivre. Rien de plus. La trahison, physique cette fois, me coupa le souffle. Une nuit? Et moi, pendant ce temps, je t'attendais comme un idiot. La dispute qui suivit fut apocalyptique, cris, porte claquant, Thomas partant chez Élise pour réfléchir. Seul, je errais dans Paris, buvant dans des bars gays du Marais où les corps anonymes offraient un oubli temporaire. Mais au fond, c'était lui que je voulais, imparfait, humain. 3 jours plus tard, il revint, les yeux cernés, un bouquet de roses fanées à la main. Je suis un con, Clément. Mais je ne t'abandonnerai pas. Nous pleurâmes, nous aimâmes sauvagement cette nuit-là, un sexe réparateur où chaque caresse effaçait un peu la douleur. Plus de secrets, jurâmes-nous, et la thérapie reprit, plus intense. Le chaos personnel vint avec mon projet, l'Hôtel des Champs fut un succès, mais au lancement, un investisseur homophobe, un Américain puritain en visite murmura des insultes lors du cocktail. Thomas, à mes côtés, le remit à sa place d'un discours flamboyant, l'amour inspire l'architecture, monsieur. Et le vôtre semble bien étriqué. La salle applaudit, et dans l'euphorie, nous nous embrassâmes publiquement pour la première fois, sous les flashs. La trahison passée devint un chapitre clos, transformé en force. Pourtant, l'été apporta une nouvelle épreuve, Élise annonça ses fiançailles avec son professeur, invitant Thomas comme père d'Adrien. Lors du dîner de répétition à Versailles, les vieux fantômes dansèrent. Élise, radieuse en robe blanche, glissa à Thomas, « Merci d'avoir été honnête, finalement. » Mais un regard prolongé, une main effleurée, et la jalousie remonta en moi comme une marée. « C'est fini, vraiment, demandai-je plus tard, dans notre chambre d'hôtel opulent. Il me prouva le contraire, me faisant sien avec une passion qui balaya les doutes, ses murmures en français ancien « Je t'aime, mon cœur, pour l'éternité. » L'automne suivant, Paris se parait de ses couleurs fauves, un tapis de feuilles mortes craquant sous nos pas lors de nos promenades rituelles au bois de Boulogne. Thomas et moi, nous avions navigué les tempêtes chantage, jalousie, trahison pour émerger plus solide, comme un arbre après l'orage, racines ancrées plus profond. La galerie devint un phare pour la communauté queer, exposant des voix marginalisées, un photographe transgenre documentant les amours fluides, une poétesse lesbienne chantant les ruptures guérisseuses. Thomas, avec son énergie inépuisable, organisait des ateliers, et moi, Clément, je collaborais sur les décors, mes lignes architecturales fusionnant avec l'art pour créer des espaces inclusifs. Mais la vie, dans sa cruauté humaniste, réservait une ultime épreuve. Adrien, maintenant âgé de 2 ans, fut diagnostiqué avec une leucémie infantile, un coup de massue qui nous unit dans la douleur. Élise, effondrée, appela Thomas en pleurs, il a besoin de son père. De vous deux. Nous nous précipitâmes à l'hôpital Necker, où le petit garçon, pâle sous ses boucles blondes, nous tendit les bras. Thomas craqua, berçant son fils pendant des heures, et moi, je tins la main d'Élise, nos animosités fondues dans l'urgence. On va s'en sortir, murmurai-je, et pour la première fois, nous formions une famille élargie, unie par l'amour au-delà des étiquettes. Les mois de chimio furent un calvaire, nuit blanche en chambre stérile, rire forcé pour distraire Adrien avec des histoires de super-héros gays. Thomas et moi,
nous nous relayions, dormant à tour de rôle sur des chaises inconfortables. Dans ces moments, notre amour se révéla dans sa forme la plus pure, pas les feux d'artifice charnels, mais une tendresse quotidienne, un café apporté à l'aube, un baiser sur le front épuisé. Une nuit, alors qu'Adrien dormait paisiblement après une session, Thomas me glissa, « Sans toi, je n'y arriverai pas. » Nous fîmes l'amour dans la salle d'attente, un ébat discret et urgent contre le mur, nos corps se cherchant comme des âmes affamées. Le miracle survint au printemps, rémission complète. Élise organisa une fête dans son appartement rénové, et Adrien, regonflé, courut vers nous en criant « Tonton ». La famille entière était là, mes parents, fiers et émus, les amis de Thomas, excentriques et bruyants. Lors du toast, Élise leva son verre, à l'amour, sous toutes ses formes. Il guérit tout. Thomas et moi échangeâmes un regard, nos mains entrelacées sous la table, et je sus que nous avions gagné. Pourtant, la route n'était pas exempte de bosses. Mon père, lors d'une visite à Paris, confia à Thomas, « J'ai eu du mal au début, gamin. Mais voir mon fils heureux. Ça vaut tout. » Et Thomas, en retour, organisa une expo sur les familles recomposées, invitant mon oncle récalcitrant qui, miracle, vint et repartit pensif. Nos nuits, maintenant, étaient remplies de projets, un voyage à San Francisco, berceau des droits LGBTQ+, pour infuser notre amour d'un vent américain de liberté. Un soir d'été, sur le pont des Arts Ironie, ce pont des cadenas d'amour où Thomas s'agenouilla, non pas avec une bague, mais avec un dessin, nous deux, enlacés dans un immeuble futuriste que j'avais esquissé. Épouse-moi, Clément. Pas pour la loi, mais pour nous. Les larmes coulurent, et mon oui fut un cri de joie. La cérémonie, un an plus tard, fut un mélange franco-américain, vœux en français, réception avec barbecue et feux d'artifice, Élise comme témoin, Adrien portant les alliances. Aujourd'hui, dans notre maison aux abords de Paris, un loft rénové par mes soins, avec atelier et jardin, nous vivons une existence humaniste, où l'amour n'est pas une conquête, mais un partage. Thomas expose, je construis, et ensemble, nous élevons Adrien les week-ends, apprenant à ce petit être que l'amour transcende les normes. Les disputes? Elles arrivent, mais finissent en rire, en étreinte. La trahison du passé? Une leçon, gravée dans nos chairs. Et dans la chambre, sous les étoiles filtrant par la verrière, nous nous aimons encore, avec la passion des débuts et la sagesse des années. Paris, témoin de nos chutes et de nos vols, nous a appris que l'humanité réside dans l'imperfection. Thomas, mon beau-frère devenu mon époux, mon feu, mon havre. Et moi, Clément, je n'ai plus peur, je suis entier, aimé, vivant.